Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle masterclass organisée par l'école 3IS. Je suis Éric Dunquian, je suis professeur à 3IS, organisateur des masterclass et aujourd'hui je suis avec Samuel Navel qui est responsable pédagogique. On va parler son, musique avec notre invité qui s'appelle Jordan Koubi. Jordan, bonjour. Bonjour. Alors Jordan, vous êtes ingénieur du son, réalisateur et cofondateur du studio Question de son, qui s'appelle aussi QDS. Avant de dérouler votre carrière, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel type d'études vous avez fait et quels ont été vos premiers contacts professionnels avec le milieu? J'ai fait l'ISTS, donc une autre école. J'ai eu la chance, de faire des stages, les stages sont un peu différents je trouve aujourd'hui que ceux que j'ai connus, moi au début des années 2000, où on était quand même, pas forcément plus impliqués, mais en tout cas, dans des sortes de projets qui étaient beaucoup plus longs, qui nous imp enfin qui du coup nous inclusaient différemment. Pas forcément de l'implication technique et tout ça, mais voilà et bah, du coup, bah, ouais, j'ai eu la chance de côtoyer plein de gens, et de d'être assistant, et du coup stagiaire et parfois propulsé assistant sur des séances où justement les ingés se disaient: «Oh, en autonomie, je me débrouille avec Jordan» et je me suis retrouvé à faire des séances, cool déjà et après quand on a monté le premier studio effectivement, Catherine Ringer, c'est un super, projet pour nous et pour moi, parce que je me suis retrouvé à accueillir un ingé son, américain qui s'appelle, Marc Platy, qui était, accessoirement, en plus musicien pour David Bowie, réalisateur et tout ça. Donc voilà, donc ça a été une propulsion vers des projets plus intéressants au sein du studio et tout ça. Donc ça a été voilà, c'est une super truc. Évidemment, de travailler avec Catherine Ringer, les Rita Mitsuko pour moi, c'est un peu un des groupes, vraiment les plus importants de l'histoire de la musique française, dans le sens où ils sont vraiment, outsiders à plein de points et en même temps super commercial. Enfin voilà, pour moi, c'est un peu des Prince français. Enfin, je sais pas, je les adore et j'étais hyper, hyper fier d'accueillir Catherine qui venait de perdre son mari parce que c'est le concert qu'elle a fait hommage à la mort de Fred Chichin. Mais voilà, en tout cas, genre, ça, c'était vraiment évidemment une expérience et de travailler avec Marc Platy qui avait travaillé avec Bowie. Enfin voilà, il y avait la surenchère était déjà au max, ouais, carrément. En tout cas, c'est un projet marquant de mes premières années de studio et de d'assistant, ouais. Ça aussi, c'est un disque important dans le sens où, bon, bah, déjà Rachita, c'est pareil, hein, c'est quand même un monument, de l'histoire de la musique en France et en Algérie, pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente. Moi, je suis méga fan du personnage, donc j'ai la fierté de le recevoir au studio. Au-delà de ça, c'est un album qui a été réalisé par Gaëtan Roussel, avec qui j'ai eu la chance de retravailler pas mal de fois depuis et que je trouve, pareil, super talentueux et on va pas pareil, hein, on va pas lui faire son CV, mais au-delà d'être en plus, Louise Attaque, Tarmac et tout ça, c'est un réalisateur, de génie, un compositeur de génie, enfin, moi en tout cas j'adore et du coup ça a été l'occasion de faire ça, et à nouveau avec Marc Platy. Donc ça voulait dire aussi que Marc Platy avait pris des habitudes chez nous au studio, qu'il se sentait à l'aise et qu'il se sentait à l'aise, j'ai peut-être par mon accueil et mon accompagnement et du coup, bah, c'était forcément, cool de renchaîner sur un disque sérieux, gros, avec une équipe, voilà aussi classe que ça. Donc là, pour être plus technique, c'était de l'accueil mix, Ouais. sur, SSL. Exactement. Alors oui, faut remettre les choses dans le contexte, le mix aujourd'hui, on a l'impression que c'est juste des gars avec une souris devant un écran, moi j'ai connu la fin de la période, peut-être, analogique, on va dire et donc accueillir du mix en analo, ça veut dire vraiment, préparer des setups, assez complexes, sur une console, donc brancher toutes les machines au bon endroit, que ça marche bien, compagnie et constamment être en train de noter les réglages, que ça soit à la fois des sortes de ce qu'on appelait un recall, mais c'est une sorte de photo de l'emplacement des boutons de la console et des faders, tout en, légalement l'automation, c'est-à-dire tous les mouvements de fader était enregistré sur un ordinateur, archaïque qui n'a comme liaison avec le Pro Tools que du timecode. C'est-à-dire qu'il ne communique qu'une horloge temporelle, sinon il n'y a pas de lien, il n'y a pas de câble USB, il n'y a pas ce genre de choses, hein, c'est des disquettes. Donc du coup, il fallait voilà, avoir la technicité, bah, de préparer la console, de lancer les recalls, lancer les automations et tous les réglages et c'est vrai qu'à l'époque aussi, assistant, c'est pas juste on branche un 1176 sur la voix quand on nous le demande. Il y a aussi beaucoup de gens, il faut pas oublier, qui étaient d'une ancienne école d'ingé son, qui étaient parfois des gens qui ont une très, très bonne oreille et qui ont pas forcément qui avaient pas forcément la technique. Quand je dis la technique, ça veut dire s'ils vous disent, «Ah je sais pas, j'aurais bien essayé un chorus», bah, c'est pas le mec qui va se mettre, à genoux, à dire: «Je vais régler le chorus» parce que des fois ils savent même pas ou truc. Ils te disaient: «Ah» et bah, du coup l'assistant c'était aussi ça, c'était quelqu'un qui connaissait toutes les machines du studio et qui était capable de dire: «Ah bah, dans telle machine, je trouve que le chorus celui-là, il a ce petit truc, charme. Ah si c'est pour là-bas, je te conseille celui-là». Alors tu proposes parfois, tu prends un vent, hein, genre: «Ah non, pas du tout», bon, voilà. Mais souvent, les gens quand même s'appuyaient sur les assistants pour ça aussi, c'est-à-dire pas forcément pour des choix de goût ou compagnie, mais ça arrivait, des fois que les gens disent: «Ah tu pas un petit truc?» et puis là, bah, forcément ceux qui sont un peu doués ou qui avaient un petit truc, ils disent: «Ah j'ai fait un petit programme à moi sur le H3000, je me suis fait» voilà et là d'un coup,
on gagne des points forcément déjà à prendre de l'aisance là-dedans et aussi parce que les gens se disent: «Ah OK, lui il rigole pas, j'arrive, il sait préparer des trucs à lui dans ce setup». Bon voilà, donc forcément, c'est les petites choses en plus qui faisaient qu'on pouvait être un bon assistant et un meilleur assistant en ayant ces petits trucs en plus, voilà. Là, on a beaucoup parlé du rôle de l'assistant. Est-ce qu'on peut donc avancer dans votre carrière et voir comment vous êtes passé, d'assistant à ingénieur du son et peut-être faire le lien aussi au poste de réalisateur qui est aussi un grand chapitre de votre carrière? Bah, le vrai projet qui a tout lancé, c'est Imani, le premier album. Le producteur Malik, Ndiaye, qui est voilà, vraiment quelqu'un qui m'a donné les clés de beaucoup de choses, est venu chez nous à la base pour faire des maquettes pour un premier projet qui s'appelait les Stevies. Il a été hyper cool. Mon rêve, c'était d'aller à ICP et ils allaient à ICP pour faire l'album de ça. Il m'a emmené là-bas alors que je n'avais pas un rôle, important sur ce projet, bah, même aucun, à part avoir enregistré des maquettes techniquement. Et même Fred avait commencé le projet, mon associé. C'est même pas moi qui avais commencé. Donc voilà, donc vraiment un enchaînement d'étoiles et de planètes qui s'est aligné. Et, du coup derrière, du coup derrière, ça a amené que sur la fin de cette session, c'est pour ça que j'en parle, au dernier jour, on avait fini l'album et il nous dit du chapeau: «Ah, je me suis intéressé à une autre artiste, peut-être s'il nous reste du temps le dernier jour, il y a quelqu'un qui va venir». Et du coup, débarque, à ICP en Belgique, Imani et tout le monde était un peu rincé et du coup, voilà, on a enregistré, juste des petits guitares-voix qui allaient servir de base. Donc je pense que ça a convaincu, le producteur de la signer et de retour à Paris, quelques semaines plus tard, on a commencé à enregistrer des maquettes. Donc voilà, j'ai vraiment enregistré des guitares-voix. Qui étaient à la fois des recherches, de tempo et de tonalité, ce qui est un moment important quand on fait des titres. Du coup, au travers de ces projets, j'ai beaucoup appris de la réal, de comment, faire un projet from scratch avec, quelqu'un. En fait, ça s'est fait que les maquettes étaient quand même cool, elles tournaient, assez bien et donc en fait, on m'a dit: «Ah, ça serait cool quand même que les 5 meilleurs titres, tu les mixes et on voit, voilà». Et finalement, ça a fait un EP acoustique, avec, le guitariste qui était convaincu du son qu'il avait. Alors même si moi, quand je le réécoute aujourd'hui, je trouve que c'est pas ouf, mais en tout cas, à l'époque, tout le monde disait: «Ah, c'est trop bien le son que tu as fait sur la guitare». Je fais: «Oh super». Donc voilà et donc du coup, fil en aiguille, on a continué à transformer ces maquettes en titres. Donc du coup, le reste du recording s'est additionné par le en strat par-dessus c'est un album qu'on a fait en strat par-dessus et puis arrivé le jour, on nous a dit, enfin on m'a dit, pardon, il faut que tu mixes, un titre parce que là, on commence à se poser des questions sur un truc de single et tout. Et puis voilà, puis j'en ai fait un, puis 2, puis 3, puis j'ai fait l'album. Et pareil, je me rappelle, c'était un moment assez, je pense, peut-être j'avais accumulé, j'étais un peu KO, je suis parti en vacances et je me rappelle, j'avais encore la chance de partir au ski. J'étais dans un télésiège et en prenant le télésiège, comme j'entendais le titre dans les haut-parleurs. Donc voilà, c'est un truc très cool. Forcément, c'est le premier truc où tu commences à avoir un truc que tu viens de finaliser, de A à Z et que tu l'entends, voilà. Bon, ça avait sûrement démarré avant, mais en tout cas, ça a été ce moment-là est important pour moi de me dire: «Putain, je suis en vacances, j'entends un truc que j'ai fait, c'est assez cool». Quelle est votre méthode de travail en tant que réalisateur sur, vos Ah, différents disques? alors franchement, c'est pour vraiment l'histoire de la réal, c'est pour moi, c'est toujours un sujet compliqué parce que, heu, c'est bon, déjà la réal, il y a plein de types de réal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans l'ère un peu là des beatmakers, compagnie. Bon, en fait, en gros, bon, tout le monde fait un peu de musique à la maison, tout ça. Faut pas oublier que ça a pas toujours été ça, qu'il y a eu des gens comme Rick Rubin qui sont pas du tout musiciens et qui pourtant ont un CV, qui met une tarte à tout le monde, hein, je pense il y a même pas de discussion. Donc du coup, c'est quoi être réalisateur? Est-ce que c'est juste, prendre une maquette et être capable de faire des arrangements dans un Logic Audio? Ou est-ce que c'est juste de se dire: «J'ai un projet et j'ai une vision de ce que doit être l'esthétique de ce projet et pour ça, je vais faire appel à tel musicien, telle personne, tel ceci». Des fois, ils vont au-delà de la musique. Il y a des gens qui pensent même un peu à l'esthétique du stylisme ou enfin, à ce que ça représente l'imagerie, doit avoir un projet. Donc il y a tout ça. Moi étant, finalement, je suis un piètre musicien, par rapport aux gens que j'engage. Donc c'est vrai que je me sens pas du tout légitime, de ça, mais n'empêche que forcément à force de faire des disques, à force d'en écouter, parce que au-delà de tout ça, je suis quand même un grand consommateur de musique encore aujourd'hui. Je consomme vraiment des quantités de musique d'avant et d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est ça, c'est d'avoir, être capable de prendre un projet et de se dire: «Il n'a pas il rentre pas dans telle esthétique ou dans tel calibre». Ça dépend quel est le but de ce qu'on enfin, pour quelle raison on vient vous chercher. Voilà, donc la méthode de travail, moi j'ai appris, à partir des choses les plus simples. Donc j'aime bien partir des titres quand ils sont le plus épurés possible. Je trouve que quand on m'amène un titre qui est déjà hyper avancé avec, des batteries, enfin des choses
très orienté, je trouve que c'est toujours difficile de se faire une idée et je préfère, récupérer des projets, beaucoup plus épurés sous forme de maquettes soit sommaires, soit vraiment guitare-voix, piano-voix, enfin n'importe. Voilà, donc après l'idée, bah, c'est de tout dépend, aussi de ce qu'on nous donne comme enveloppe. Parce que forcément, si vous avez, le budget de, faire des séances de travail, avec, je sais pas, par exemple, prendre, un super guitariste ou un super pianiste et de reprendre certains titres et se dire: «Voilà, ce titre-là, il est cool, mais est-ce qu'il y a pas mieux à trouver?» Et reprendre déjà comme ça en piano-voix, changer le tempo, changer la tona. Peut-être ce qui était un pont peut devenir un refrain et ainsi de suite. De remettre en cause les structures avant d'avoir des choses dans la boîte, c'est quand même, moi je trouve que c'est une super méthode. Parce qu'en fait, c'est-à-dire on met avant tout, en avant, la chanson et pas la production. C'est un peu ce que je reproche à la musique parfois d'aujourd'hui, c'est que souvent, il y a, je vais même peut-être poli de dire 50 de compo et 50 de prod. Souvent la prod prévaut sur la qualité de la compo, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'effets de prod qui marchent et c'est super et ça rend le titre cool. Mais par contre, bah, en vrai, je pas envie de loger guitare-voix cet été sur la plage, voilà, c'est ça qui fait la différence avec les grands morceaux, c'est qu'on peut le jouer guitare-voix comme ça en mode plage, qu'on peut le reprendre en reggae et compagnie. Parce qu'en fait, une chanson, c'est une chanson, et une bonne chanson, on peut la rejouer un peu à toutes les sauces et ça, pour moi, c'est l'essence même de ça et en fait, réalisateur, c'est pas juste de se dire: «Ah tiens, je vais mettre un kick dans la reverb mais qui va partir». Ça, c'est super, mais en vrai, c'est de l'artifice, ça va juste maquiller peut-être un manque de quelque chose dans le morceau. Donc c'est super de faire ça, mais si on a déjà une super compo et que derrière, on met du vernis, bah, d'un coup, on essaie de faire des tubes et ça fait le truc. Après, on n'est pas obligé de faire de la musique pour faire des tubes, hein. Il y a des gens aussi qui font de la musique juste parce que c'est cool d'en faire, de faire des choses quali et qui ont pas forcément, notion de rentrer en radio et compagnie. D'où je parlais de quelle est la target quand on vient vous voir. Est-ce que les gens viennent vous voir en disant: «Faut que ça rentre en radio?» Bah, vous avez pas le même cahier des charges que: «J'ai envie de faire un disque super beau, super chaud et vas-y, on fait ce qu'on veut». C'est pas la même chose. Donc il faut déjà se poser la question du cahier des charges qui devient, bah, une petite contrainte un peu, dans la enfin, quand on vient vous solliciter, voilà, c'est pas forcément, évident qu'on d'avoir du recul sur quand de se dire, je sais pas, enfin, c'est pas comme si on maîtrisait vraiment, qu'est-ce qui peut rentrer en radio ou pas rentrer en radio. L'essence même, c'est d'avoir une bonne chanson et il y a quand même après des choses à respecter effectivement, un certain format, de l'efficacité. Bah, si vous faites un morceau où il y a un seul refrain à la fin, bon, bah, clairement, ça va peut-être pas rentrer en radio sur Virgin. Bon, voilà, donc il y a mais ça veut pas dire qu'on peut pas rentrer sur FIP ou Nova, j'en sais rien. Enfin, c'est voilà, donc après, le cahier des charges, il est important au départ et puis après la méthode et puis après, la réalisation pour moi en tout cas, c'est surtout de l'humain, parce que je pense que en tout cas, j'ai mis l'accent sur ça, d'essayer de faire les choses avec, de faire de la musique avec des humains, en fait, pas faire de la musique tout seul devant un ordinateur. Heu, donc il faut avoir envie déjà de partager un certain moment, une certaine durée de temps dans un studio, dans la même pièce avec certaines personnes. Donc voilà, ça tout ça, ça vient se mélanger, je pense, dans le truc de la réal. Et comment tu fais en sorte pour que tes artistes donnent le meilleur d'eux-mêmes? Est-ce que c'est aussi C'est une bonne question. Je pense que on entendra toujours des histoires de personnes qui ont fait des disques dans des conditions difficiles. Genre qui disent: «Ah ouais, c'est insupportable, le mec était hyper horrible et tout». Bon déjà moi quand j'entends ça, je comprends pas. Genre la musique c'est censé être du kiff, même si on est là pour chanter un disque qui est un peu triste parce qu'on a perdu quelqu'un de proche ou, c'est une sorte de grosse rupture amoureuse. Enfin, ça fait un certain nombre de tubes, donc c'est pour ça que je peux le dire. Mais en tout cas, je pense que non, non, de se mettre d'avoir des conditions où les gens sont à l'aise et ils sont en confiance avec nous, avec le studio, enfin, avec ce qui se passe et ben, du coup, les gens, naturellement, je pense qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et alors forcément, si vous arrivez en plus à magnifier, certains titres qui, je dis toujours un peu ce truc-là, quand on démarre un disque, que ce soit en mix ou en réal, il y a des titres un peu, c'est un peu la Ligue 1, Ligue des champions et puis en fait, je dis toujours: «Ouais, attention, là, ceux qui, pour l'instant, sont les mieux, il y en a, c'est évident, ils bougeront pas. Mais parfois, il y a des titres qu'on aurait mis, un peu, fond de tableau, puis finalement, une fois qu'ils ont trouvé, la bonne couleur, ben, ça ils remontent dans le truc. Donc ça aussi, d'un coup, un titre qui était un peu chiant à chanter pour quelqu'un ou, la personne, elle y croit plus trop, on lui donne les bonnes choses, d'un coup, on reprend du plaisir à le chanter. Donc l'interprétation change le sens du titre et ainsi de suite. Donc ouais, bien sûr, le confort, c'est hyper important, je pense qu'on est avant tout un métier de service. C'est un truc qui s'est vachement, perdu, dans le en tout cas là ces dernières années, c'est un constat que je peux faire
dans les jeunes, c'est de souvent on se trompe, quel est le rôle. En fait, nous, on a un métier de service, on a un métier d'accompagnement. Si on veut avoir notre tête sur une pochette, il faut tout de suite s'arrêter et puis il faut aller essayer de faire des disques et puis voilà. Mais en fait, chercher à être plus gros ou plus connu ou plus truc, ça a pas de sens. Donc encore une fois, il faut savoir être à sa place. L'artiste, c'est la personne pour qui on travaille. Le payeur, c'est le label ou la maison de disques, peu importe. Et en fait, on a un métier de service. On est là pour accompagner des gens, les mettre bien. C'est autant qu'une hôtesse dans un avion, quelqu'un qui voyage en première classe. Bah, voilà, c'est un peu ça. On essaie d'être d'une première classe toute l'année. C'est pas évident. Et c'est un peu ça. Il faut essayer de mettre les gens au mieux. Et du coup, on revient à cette première question que vous avez posée tout à l'heure. On parlait d'assistant, le truc. Le profil psychologique, il est important d'être un peu caméléon. Il y a des gens qui attendent de vous d'être super baqués, câlinés, voilà. Et il y en a d'autres qu'il faut justement laisser un peu vivre et juste venir récupérer. Ça, voilà, on des trucs, c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure, des relations avec les gens, avec les artistes, et qu'il faut apprendre un peu à deviner parce que c'est pas écrit sur un écriteau lumineux de comment il faut interagir avec telle ou telle personne. Quels sont les disques, ou projets importants que vous avez menés en tant que réalisateur? Vraiment des projets qui sont chers, à votre expérience professionnelle ou même personnelle dans votre Ouais. travail? Dans les disques que j'ai réalisés, je pense qu'il y a un disque qui est pour moi, comment dire? Enfin, qui peut mettre le truc, c'est je me suis retrouvé en fait à avoir, les mains, les commandes d'un disque d'un artiste qui s'appelle Anthony Joseph, qui était déjà un artiste que moi-même dont j'avais acheté des disques, avant quoi. C'est-à-dire, j'avais acheté le vinyle de son précédent, enfin 2 albums avant. Et la chance se fait qu'ils sont venus d'abord enregistrer un disque, qui était réalisé par Michel Nedegello, une bassiste de génie, qui avait eu des gros albums dans les années 90 et qui a toujours des super beaux albums. Et donc ça a été une rencontre parce que déjà rencontrer quelqu'un dont on est fan, c'est fou. En plus pour faire un disque de quelqu'un que moi-même j'appréciais, donc c'était trop cool. Donc je me retrouve, projeté sur cette séance et en fait, bah, la bonne relation avec le label et l'artiste fait qu'au disque d'après, ils sont venus au studio. Mais à ce moment-là, il y a un truc un peu bizarre, c'est qu'il se retrouve à un peu avoir fait une double casquette. C'est-à-dire que sur le disque, il a un peu confié les clés de 50 de l'album à quelqu'un et 50 à un autre. Et forcément, il y a ce truc un peu où ça marche pas. Il y a un truc qui se fait pas. Il manque le lion, il manque la petite épice et voilà. Et du coup, je me suis retrouvé à avoir les clés de ce projet, tout seul, à finir un peu gérer le rythme des séances et ensuite après le mix et faire taper dans le gras parce que, bah, sinon ça avait pas de truc. Et du coup, c'est un disque qui m'a d'un coup, bah, là, on se retrouve réalisateur d'un disque, où, bah, on n'a pas forcément été là à dire: «Tiens, joue telle partie ou change telle note», parce que là, on a affaire à des musiciens qui sont quasiment, voilà, c'est des jazzman, il y a pas on ne donne pas ce genre d'indication. Mais n'empêche que le résultat à la fin, c'est bien une synthèse de ce qui sort de ma tête puisque du coup, c'est des morceaux qui sont des jams hyper longs que j'ai cutés, donc j'ai édité des structures pour en faire des morceaux, heu, plus courts et ainsi de suite. Puis après, fait des trucs, mis des choses en avant, et puis fait des parties pris et donc voilà. Et au-delà de ça, le mix évidemment vient rajouter une couche de vernis sur ça. Donc ça, par exemple, c'est un projet qui était cool pour moi parce que, je me suis retrouvé à faire un disque, qui me plaisait, beaucoup, musicalement et qui m'a du coup, rendu aussi crédible auprès de ce label avec qui je bosse beaucoup depuis. Peut-être on peut vous parler aussi, vous pouvez nous parler de la relation de travail que vous avez avec Imani? Parce que je crois que vous avez, fait plusieurs projets ensemble. Est-ce que c'est une collaboration qui s'étend dans la durée? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ah oui. Pareil donc, Imani, elle est arrivée au studio comme je disais, même pas, à ICP, à l'époque on voilà pour quelques maquettes, puis ça s'est transformé en maquette dans mon propre studio, puis ça a fait cet album. Et bah, je pense une relation, déjà d'amitié et en plus d'une relation d'amitié, une relation de confiance, qui s'est créée. Parce qu'en fait, suite au succès de ce disque, qui s'est fait, comme un ricochet, c'est assez marrant parce qu'à l'époque, le disque il a pas marché en France tout de suite. Il est monté dans les charts, dans les il me semble, pas me dire bêtise, mais genre en Grèce, puis en Allemagne, un peu comme une sorte d'effet ricochet. Puis en fait, à un moment, les alertes, des des gens disent: «Mais attends, c'est quoi? Il y a un artiste française qui passe en radio, et qui fait de la rotation à fond», et donc comme un effet boomerang, c'est revenu en France. Donc c'est marrant parce elle a d'abord fait une tournée dans ces pays-là, elle est revenue, elle a fait un carton en France et puis après ça a redéclenché dans les pays, plutôt, de l'Est, donc la Russie, Pologne et tout. Donc la tournée était interminable parce qu'en fait, à chaque fois qu'il devait y avoir une sorte de fin de tournée et ça repartait dans un autre, donc voilà, donc c'était assez rigolo. Donc suite à ce disque-là où on a passé, c'est déjà des disques c'est encore des disques sur lesquels on passe du temps. On a de l'argent, un truc, il y a encore, une façon de faire, qui permet mais parce qu'à la clé, il y a des ventes on parle de scores de disques, assez impressionnantes où les gens retrouvent leur pépettes. Donc voilà, donc on a passé un moment déjà à faire ce disque, donc forcément vous faites des liens sur ce genre de projet.
Donc ça nous a fait des liens d'amitié forts. On a vraiment voilà, sympathisé. On a commencé en fait à faire les maquettes de l'album d'après Dimani. Mais en même temps, une personne vient la voir, elle s'appelle Audrey Dana, qui est une réalisatrice de films. Elle lui dit bah, en fait, je viens d'écrire un film, et en fait, pendant toute l'écriture du film, j'ai fait qu'écouter ton album, donc je veux que tu fasses la musique. Donc au départ, c'était pas faire le score du film, c'était de faire un ou deux morceaux importants pour le film. Donc ça, bah, Imani, elle sait faire, hein, elle s'est mise à la guitare, et puis elle a écrit des morceaux et tout. Et puis au final, bah, pareil, on était à Dakar, donc on a fait comme on sait faire, des guitares-voix. Et on a envoyé des guitares-voix, et puis du coup, c'était ah, mais ouais, tu comprends, j'ai écouté ton album, mais il est fini ton album. Là, tu m'envoies des guitares-voix, je me rends pas compte. Donc on a été obligé d'accélérer les choses et de commencer à faire des trucs. Et puis finalement, la prod du film a dit mais c'est super, en fait, est-ce que tu veux pas faire la musique du film? Et donc on s'est retrouvé à être projeté sur une musique de film. Donc on a fait la BO d'un film qui s'appelle Sous les jupes des filles, où il y a eu un certain nombre de titres très cool. Et Imani avait pas envie de tout chanter parce qu'elle était sur un truc où c'est un film de femmes. Et donc elle s'est dit bah, je vais inviter que des femmes. Donc on s'est retrouvé à repartir sur plusieurs voyages hein, à Dakar où le producteur avait créé un studio et accompagné de plein de chanteuses. Et on a fait plein de choses, plein d'harmonies, plein de trucs. Et chaque fille a eu un morceau solo. Donc voilà. Et dans la petite histoire, en fait, c'est bah, il y a un piano-voix dans le morceau qui s'appelle Don't Be So Shy et qui correspond à une scène du film. Et le hasard fait que des remixeurs des pays de l'Est, hein, il me semble de russe ou quelque chose comme ça, on en fait un remix parce que bah, forcément, ils se sont retrouvés à avoir un morceau qui était suffisamment dépouillé pour pouvoir utiliser la cappella et la base harmonique qui était bah, pas gênante pour rajouter un beat, une basse et tout ça. Et voilà, ça a fait un tube qui a cartonné. Donc forcément, ça a repropulsé le truc. On nous a dit genre: «Ouais, faut se dépêcher là, faut faire un nouvel album» et donc nous voilà repartis en plus de cette BO derrière sur un album, voilà qui était super cool et donc voilà, si on met tout ça bout à bout, vous voyez le temps qu'on passe à être ensemble. Donc forcément, faut bien s'aimer, pour pouvoir faire ce genre de choses et puis on a fait plein de maquettes où je veux dire, on était dans une maison, il faisait 42°. Là, vous faites du studio en maillot de bain et en tongs, hein. Je veux dire, l'intimité, elle a ça y est, hein, on a tout donné, hein. Donc voilà, c'était super et voilà, du coup, l'album d'après, on a tout maquetté à Dakar. Par contre, on l'a enregistré à Question de Son qu'on connaît actuellement, celui du Faubourg Saint-Denis et voilà, puis après ça s'est enchaîné et elle a enchaîné la tournée. Comme la tournée supportée à la fois par ce tube remixé, plus ce disque était cool, ça a fait une tournée vraiment top. Le producteur s'est dit: «Ouah, ça serait con de pas clôturer autant de dates par une capta». Donc me voilà dans le voyageur à l'extérieur du Casino de Paris à enregistrer 2 soirs de live, dans un énorme camion régie, voilà, pour finalement mixer aussi cette version live. Donc ça nous amène déjà à 4 albums et à un moment, bon, elle a eu des enfants et tout, donc elle a voulu faire un petit break et que je pensais qu'il allait durer un peu plus. Et ensuite, elle s'est dit: «Non, mais j'ai envie de revenir avec un spectacle, j'ai pas envie de m'embêter, à faire des compos parce que là, j'ai pas la tête, j'ai pas l'énergie». Donc elle s'est dit: «Je vais faire un spectacle avec 8 cellos, 8 violoncelles pardon, 2 reprises». Parce qu'elle avait pas envie de se repasser par cette étape de faire des maquettes, voilà et du coup, bah, je me sentais pas concerné parce que je pensais que ça allait être qu'un spectacle. Mais forcément, bah, pour promouvoir le spectacle, pour l'appuyer, pour qu'il existe et tout ça, bah, ce serait pas mal de faire un disque et nous voilà repartis sur un disque. Donc on a fait cette expérience qui était folle, d'enregistrer un album, entièrement fait à partir de violoncelle, que ça soit les rythmiques, les basses, l'harmonie, enfin tout est intégralement fait au violoncelle et voilà, donc ça c'est le dernier album qu'on a fait, ensemble, voilà, qui s'appelle Vodocello. Voilà, donc ça fait quand même 5 albums, donc c'est pas mal. Vous pouvez nous parler d'autres disques? Parce qu'on parlait de Fada Freddy qu'on a vu, rapidement. Est-ce que vous pouvez, développer sur, Ouais, ce projet? bah, Fada Freddy, c'est pareil, c'est une autre expérience pour moi, bah, marquante, j'imagine, dans la vie d'un ingé son. C'est vraiment assez atypique, hein, donc le producteur vient me voir et il me dit, «J'ai ce chanteur que je connais depuis toujours, qui est Fada Freddy, au-delà d'être connu aujourd'hui pour, sa carrière solo, il est quand même un des premiers rappeurs de l'Afrique de l'Ouest. Il était dans un groupe de rap qui s'appelait Daraji, qui bon, pour vous êtes jeune maintenant, mais moi à l'époque, quand je m'intéressais, à cette musique-là, le rap et tout, le seul groupe de rap africain qu'on connaissait, c'était le sien. Donc c'est pareil, encore une fois, je me retrouve à rencontrer Fada Freddy, que moi j'ai vu passer en me disant: «Ah, c'est fou, il y a un groupe de rap sénégalais». Bon voilà, donc c'est hyper cool aussi d'avoir l'occasion de le rencontrer. C'est un humain, qui est une véritable lumière, quand il est dans la pièce, vraiment, vous sentez une véritable présence de joie. C'est vraiment quelqu'un de très cool
Et du coup, il chante magnifiquement bien, en plus d'être un rappeur. Malik se dit, là, on est dans un moment où ce mec-là, il faut le crédibiliser, il faut le truc. Il va pas chercher à lui faire des compos. Il va en fait faire une sélection de chansons qui sont que des reprises, mais qui sont pas forcément des reprises de tubes connus. Au contraire, il va faire une sélection de chansons atypiques avec des trucs. Et l'idée et le fond du projet, c'est de faire un album entièrement fait à la voix ou avec le corps. C'est-à-dire que tout ce que vous entendez, ça a été, que ça soit le kick, la basse, les charlets. C'est un mélange de beatbox, de percussion corporelle. La basse, c'est quelqu'un qui du coup, à l'organe, hein, c'est quelqu'un, qui est une vraie basse en voix qui vient, hummer certaines lignes de basse. Voilà, alors après, le projet, ça a été de traiter ces voix pour qu'elles ressemblent à finalement aux sources qu'elles étaient censées imiter. Donc c'est assez marrant parce qu'au final, en disque, il y a plein de gens qui passent complètement à côté de la notion que c'est un disque qu'on a fait, avec finalement un seul micro et que des humains. Alors qu'en live, évidemment, c'est marquant, et d'où le fait qu'il ait eu un plus gros succès sur le live. Et voilà, ça a donné pas mal de choses magnifiques, parce que c'est magnifique à voir, de voir ce live fait par 5-6 personnes vocales, c'est super. Donc c'est un disque hyper intéressant, parce que je me suis retrouvé avec de la matière atypique, parce que globalement, vous avez beau taper sur ce que vous voulez pour faire le truc. Ça sera plutôt médium, ou en tout cas, il y a pas de vrais aigus, il y a pas de vrais graves, hein, donc c'est voilà, donc il a fallu faire et improviser, trouver des outils, détourner certains trucs. Et là, c'est encore des disques que je fais, intégralement en analo, en termes de mix. Donc la basse, elle passe dans des pédales, dans des octaveurs, voilà, tout est fait à l'ancienne, c'est assez cool. C'est un disque que je prends du plaisir à réécouter quand il passe dans une playlist, ouais, qui passe. C'est un truc ouais, que j'aime bien réécouter. Je me dis, ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs à la fois dans l'enregistrement, qui était comme folklorique au possible, et le mixage qui était une véritable, il a fallu un vrai challenge. Qu'est-ce qui a fait que du coup, justement, tu te retrouves principalement à faire de la musique acoustique et qu'est-ce que tu penses, quelles qualités sont importantes justement pour quelle sensibilité? Bien. C'est une bonne question. Franchement, ça a pas été, forcément un calcul précis, mais clairement, j'avais pas du tout envie, à un moment où on a commencé à, bon, déjà, faut imaginer quand même que suite au disque d'Imani, qui est mon premier disque qui me lance, qui me met un peu en avant, le monde de la musique en France est un peu, quand même un petit peu bête, hein, et qu'est-ce qu'ils se disent? «Bah tiens, Jordan, tiens, tu veux pas travailler sur IO? Tu veux pas travailler sur Kezia? Vous avez pas l'impression de me donner un peu les mêmes disques quand même?» Enfin, même si j'étais très, très fier de travailler avec Kezia et de travailler avec IO, hein, je sans critique, mais je me disais: «En fait, faut pas aussi que je m'enferme là-dedans». Parce que d'un coup, c'est genre: «Ouais, tu fais de la black folk, super, mais en fait, il y a 4 artistes, donc une fois que j'aurai fait le tour, j'aurai plus le boulot». Donc du coup, on maîtrise pas forcément ces trucs-là, hein. Mais au même moment qu'on commence à voir son nom qui peut-être un moment, peut tourner auprès de quelques personnes, parce que finalement, avoir du boulot, hein, c'est pas de connaître tous les gens de toutes les maisons de disques, hein, c'est quelques personnes, vraiment, ça suffit, pour, déclencher en tout cas les débuts. Et on m'a proposé quelques fois des disques en me disant: «Mais pourquoi tu fais pas un petit essai sur Nama, un truc et tout?» Et je me sentais pas du tout en adéquation avec la tournure que prenait à la fois la pop et l'urbain, c'est-à-dire, trop d'autotune. Moi, j'ai trouvé un moment que tous les beats se ressemblaient, avec un peu une base d'afro trap, afrobeat, avec tout le monde un poumka poumka, tu es là: «Wouah, je peux pas». En fait, j'y arrivais pas, ça me et pourtant mes potes, je voyais des gens qui s'émancipaient là-dedans, qui commençaient à me dire: «Ah ouais, moi je gagne bien ma vie», qui gagnaient, quasi, sans donner de tarif, mais bon, en tout cas, au moins le double de ce que je prenais pour un mix. Je me disais: «Ah, est-ce que c'est pas eux qui ont raison?» Et en même temps, c'est toujours ce truc de dire, moi je fais un disque et je retourne chez le disquaire chez qui j'allais quand j'avais 13-14 ans, avec qui je suis toujours pote, et quand j'arrive dans les étals, il y a des disques que je fais. Bah, c'est ça en fait que je veux. C'est au final de me dire, moi je voudrais que le jeune que j'étais moi à l'époque, il achète ce disque-là. Peut-être un jour il en retourne 5 ou chez lui, il se dit: «Attends, c'est le même Guignolo qui a tout mixé». Ouais, ça me fera plus kiffer, même s'ils en ont vendu 500 de chaque. C'est voilà, ça me fera plus délirer que de dire: «Ah, j'ai fait un tube qui est passé, pendant, 1 an en rotation, sur toutes les plages», heu, il y avait ce truc-là, donc voilà, et l'attirance aussi, parce que comme je venais aussi, techniquement et musicalement, je venais de musique programmée et tout ça, je trouvais qu'il y avait un défi beaucoup plus important à enregistrer une batterie, enregistrer un piano. Enfin, voilà, il y a beaucoup plus d'adrénaline pour moi à faire des prises live qu'à être là à mixer des beats où il y a le même kick pendant 4 minutes. En fait, je vois des mecs mettre des fois, pas beaucoup de temps à mixer un titre, et je me dis: «Bah, c'est marrant, c'est cool, mais c'est pas le temps ou le truc, c'est juste, en fait, ils ont pas d'adrénaline», parce qu'en fait, c'est quelque chose de plus truc. Et attention, je juge pas la musique, hein, c'est vraiment un ressenti. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut et tout ça, et attention, hein, si vous me demandez mon top 10, il y a forcément des disques de hip-hop dedans. Donc j'ai encore cette truc, mais moi, j'avais pas envie de faire ça.
J'avais pas envie de mixer ça, j'avais pas envie d'enregistrer ça et de toute façon, ça s'enregistre quasiment plus en vrai, hein, donc parce qu'à la limite, Tribe Called Quest allait en studio pour déverser des MPC et il y avait un peu d'additionnel, mais aujourd'hui, bon, les gars, ils vous amènent des instrus, faits sur Fruity Loops et puis voilà, quoi. Enfin, FL Studio maintenant. Du coup, non, je pense qu'il y avait une véritable attirance pour le défi, pour l'adrénaline et aussi un truc humain. C'est-à-dire que je pense que l'enregistrement, c'est le dernier truc qu'on a d'humain dans ce métier. Je mixe, beaucoup seul, malheureusement, parce que alors il y a des gens qui viennent, hein, actuellement, je mixe un projet où l'artiste est là. Je mixe beaucoup seul, il y a beaucoup de gens qui viennent pas, pour des raisons des fois de distance, de déplacement ou simplement de planning. Mais du coup, bah, la prise, c'est le dernier truc qui nous reste, d'humain où on partage, où on vit quelque chose de sincère. Et du coup, encore une fois, de l'adrénaline. Quand je disais là, il y a pas longtemps, je fais des prises, il y a 22 musiciens, bah, faut pas se rater. Parce que réunir 22 musiciens pendant une journée, le cachet, l'organisation, enfin, qu'est-ce que ça représente? Vous avez pas le droit à l'erreur. Donc voilà, ça c'est un truc qui m'excite, forcément. Dans les disques importants, en 2016, vous travaillez, vous enregistrez, vous mixez, l'album d'Indy Zara, Homeland, qui remporte la victoire de la musique, du meilleur album de musique du monde, si je dis pas de bêtises. Exactement. Quel effet ça vous fait de voir votre travail comme ça, consacré? Bah, forcément, bon, après, c'est, évidemment, c'est cool. Je dis pas du tout le contraire, hein. Déjà, c'est un disque, que dans lequel je me reconnais, ça, c'est hyper important. C'est un disque dans lequel je me reconnais, c'est-à-dire qu'il y a des choix, des partis pris, des choses qui sont, liées à une artiste qui permet à ce moment-là de faire, des choses, des vrais choix musicaux, des vrais partis pris. Donc déjà, c'est un disque dans lequel qu'on prend du plaisir à faire malgré, quelques difficultés, hein. J'ai eu des difficultés sur ce disque-là comme j'en aurais eu sur d'autres. Hem, Forcément quand il y a une victoire de la musique, bah, on est cool parce qu'on se dit: «Waouh super, c'est une sorte d'exposition, c'est un retour, sur le travail, de temps en temps ça fait du bien, on va s'auto-flageller tout le temps». Donc c'est hyper agréable. Après, évidemment, on est toujours très loin un peu de ce truc où, c'est pas parce qu'il y a ça que son téléphone après se met à sonner tous les jours en se disant: «Est-ce que tu peux mixer pour le prochain disque d'untel?» Enfin, soyons réalistes, ça se passe pas du tout comme ça. Peut-être avec un Grammy, mais en tout cas pas avec une victoire de la musique. Donc du coup, bah, c'était super parce que je pense que c'était un des derniers disques où on a passé beaucoup de temps en recording et du coup, d'avoir, ce genre d'artistes qui sont capables de dire, assez tard dans le processus d'un morceau, genre: «J'aime pas la batterie, on va la refaire». Bah, c'est en fait, c'est trop bien d'avoir ce genre de projet et de se dire ce genre de projet quand même trouve, oreille à la fin, ça c'est assez cool, voilà. Merci. On vous reçoit aussi, avec une casquette que vous avez en plus de tout cela, c'est la casquette de cofondateur de studio. Parce que vous avez fondé en 2011, donc QDS, le studio, Question de son, En 2005, en 2005. j'ai eu un premier studio, de 2005 à 2010 qui s'appelait déjà Question de son, qui était une cave, enfin, des parkings annexés, qu'on avait transformé, avec, bah, beaucoup d'huile de coude en studio. Donc ça, ça s'est fait dans nos premiers studios. Donc, l'année prochaine, QDS aura 20 ans. Est-ce que, vous pouvez nous présenter les équipements que vous avez, là actuellement dans le studio tel qu'il existe maintenant? Bah, voilà, ça c'est notre studio A qui est équipé d'une Nive, vintage. Donc, bah, bon, on va dire, dans le saint graal des consoles, franchement celle-ci, elle est au max, hein. Donc, c'est il y a pas plus ouf, je crois. Mais bon, évidemment, on peut pas plaire à tout le monde. En tout cas, bah, c'est une Nive de 1975 qui a été fait pour les studios EMI au travers du monde. Donc en fait, historiquement, il y en a eu une à Abbey Road, qui était la grande sœur de celle-ci. Il y en a eu une à Paris, à Boulogne, chez Pathé Marconi. Il y en a eu une chez Electrola en Allemagne, voilà. Donc on trouve les grandes sœurs, ça c'est les grands formats, les formats 36 voix et les petites 24 comme la mienne, elles ont été faites dans les studios, bah, de EMI qui est un peu plus petit, Mexico, la Nouvelle-Zélande, Madrid et voilà. Donc j'ai eu la chance de récupérer celle de Mexico, que j'ai découvert, voilà, par, par un coup de chance et après un an d'aller-retour, de négociations, avec Fred, on a décidé de partir, d'un coup de tête, 3 jours à Monterrey, c'est pas Monterrey aux États-Unis, Monterrey, au Mexique, hein, plus haut taux d'enlèvement, du monde. Juste pour, et voilà, on est parti pour vérifier que la console, elle existait et qu'il y avait bien le contenu dedans de ce qu'on voulait et après moult échanges, on a réussi à négocier et je suis reparti une deuxième fois au Mexique je suis reparti une deuxième fois au Mexique pour la démonter, entièrement et la mettre dans une caisse en bois et puis après, il y a eu d'autres péripéties pour que pour la faire venir parce qu'évidemment ça a été très compliqué de faire revenir cette énorme boîte et puis après de la dédouaner et puis voilà et après ça a découlé sur un an de restauration sur nos soirées, nos week-ends, pour en faire, la beauté qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle était clairement pas dans cet état, ouais.
Quel autre équipement vous avez Heu, dans votre studio? on en a trop, on en a trop. Là, on est dans le studio B tel qu'il est actuellement. C'est-à-dire que j'ai refait le studio B en novembre, en novembre, suite à la vente de ma SSL et du coup, je me suis fait une config, qui est le B aujourd'hui, c'est quasiment ma cabine à moi. Je suis quasiment, l'utilisateur de cette cabine à plus de 90. Et du coup, voilà, on voit, la cabine telle qu'elle est maintenant configurée. Donc c'était vraiment, j'avais envie de retrouver un peu l'essentiel de comment je travaillais et ça n'a pas été évident parce que j'avais une façon de me servir de la console, même si je m'en servais plus de façon traditionnelle, je m'en servais encore comme une sorte de sommateur un peu particulier. Et donc je suis encore en train d'aujourd'hui de travailler sur le sujet. Je suis parti sur la solution d'avoir des 2 sommateurs là pour l'instant, mais c'est quelque chose que je suis en train de que j'ai en projet, que j'ai déjà bien avancé, mais voilà. Du coup, bah, on voit, j'ai pas mal de périphes, hein, j'ai beaucoup de choses. L'idée, c'est d'avoir des couleurs. Je suis assez fan, des reverbs analogiques, donc j'en ai un paquet, plus toutes celles qu'on voit pas parce qu'elles sont en salle des machines. Vous avez une troisième régie de mixage en surround, en Dolby Atmos, si je dis pas de bêtises. Alors moi, ma question, c'est, on a vu par le passé des tentatives de mixage, en surround, je me souviens de disques qui étaient sortis en 5.1, mais ça a toujours été, de mon point de vue, moi je ne suis pas aussi spécialiste, que vous, des espèces de sorties de niche et qu'est-ce que vous pensez de la pertinence de continuer à travailler dans le surround, dans le Dolby Atmos, alors qu'on consomme quand même beaucoup la musique au casque de manière stéréo? Bah, justement, je crois que c'est ça à la fois le défi et l'intérêt du Dolby Atmos, c'est qu'en fait, c'est la première fois qu'on a une technologie où entre guillemets la logique, c'est qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que vous mixez pour un ensemble d'enceintes qui est un minimum de 7.2, point 4 en vrai, mais quand je dis 2, c'est parce qu'en fait, gauche et droite, même si vous avez 4 enceintes, voilà. Mais au final, le but, c'est d'aller vers le plus, donc 9.4 et ainsi de suite. Donc nous, on est équipé en 9.1.4. L'idée, c'est de mixer sur enceinte, donc en gros, de spatialiser les éléments. Ça vous permet d'isoler. En fait, si vous vous retrouvez avec la rythmique sur les enceintes L et R et que d'un coup, vous avez la basse sur l'enceinte centrale, chose que je ne conseille pas de faire, mais en tout cas, c'est un exemple. Vous vous retrouvez en fait à soulager l'enceinte qui, elle, utilise toute sa dynamique pour faire le son de batterie et vous mettez après la charge de la base dans une enceinte centrale. En fait, vous vous retrouvez de l'air, vous vous retrouvez à avoir de la dynamique. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est propre à fait d'avoir un système d'enceinte. Donc ça, c'est comme pour le cinéma, vous faites pour ceux qui seront équipés, du meilleur système de diffusion. Il y en aura pas forcément des milliers, mais il y en a un peu. Voilà. Mais là où ça devient intéressant, c'est la suite. C'est que d'un coup, ils se disent: «OK, on a capté qu'il fallait encoder ça», donc ce multicanal, cet encodage est un peu plus complexe que simplement d'avoir du son dans des enceintes précises, ce qui serait simplement du 7.1 ou du 9.1 comme il y a dans le cinéma traditionnel. Là, on se retrouve à avoir des particularités, c'est qu'il y a des sources qu'on peut associer à ce qu'on appelle un objet. C'est-à-dire que une piste sonore, un son, un élément de la musique est non seulement, audible, mais elle est associée à des métadatas, qui placent cet élément dans l'espace et c'est ça qui devient intéressant. C'est pas ce que vous placez à des endroits fixes, c'est le fait qu'il y ait des sources qui soient associées à des métadatas, métadonnées en français, je crois. Le, et donc du coup, ça veut dire qu'ils ont capté qu'en fait, en faisant soit du binaural, donc qui est la réduction stéréo classique, ou l'ambisonique qu'on peut retrouver au travers de c'est plus ça Apple en tout cas, leur encodage, on se retrouve en fait à avoir du coup des sources qui du coup par le système de l'application et du décodage, vont être associés à un mouvement, à quelque chose est dans l'espace et donc du coup, c'est la première fois qu'on a, il me semble, un système où il y a une optimisation pour une écoute finalement au casque stéréo. Heu, on le fait, c'est-à-dire qu'en fait, au moment de faire un mix, Atmos, vous faites un mix, vous faites, votre mix sur les enceintes, vous êtes content, vous avez placé et là, vous avez aussi besoin de faire une validation, de mix, binaural, c'est-à-dire qu'il y a plein de paramètres qui associent chaque source, qu'elle soit fixe ou qu'elle soit associée, comme je disais, en objet, en fait, à une sorte de distance que vous ajoutez. C'est-à-dire qu'en plus des métadonnées que vous avez ajoutées de mouvement et d'espace, vous lui rajoutez un paramètre qui n'est décodé que par ce système-là. Et donc, du coup, tout ça mélangé vient faire que l'écoute au casque peut avoir un intérêt. Maintenant, est-ce que ça va continuer à durer tout ça? Si j'étais visionnaire, franchement, je serais ravi. Je ne le sais pas. Nous, on a fait le move et le parti pris d'aller vers ça à un moment quand aujourd'hui je mixe un disque et qu'on me dit, tiens fais ça et puis maintenant il faut que tu fasses des stems, il y a un mec qui va faire l'Atmos, franchement ça me faisait un peu chier quoi et donc du coup on s'est dit: «C'est quand même intéressant». On avait une cabine de mastering avant dans cette pièce-là et notre partenaire dans le mastering avait décidé de prendre un autre chemin
qui est celui d'aller habiter en province. On s'est dit: «Qu'est-ce qu'on va faire de cette cabine? Les proportions, le truc» et arrive l'Atmos, donc forcément on a fait le truc, voilà. Bon après peut-être que, on a peut-être un peu déliré en faisant un truc aussi balèze, aussi fat et aussi performant parce qu'évidemment on sait pas faire les choses à moitié. Mais c'était hyper intéressant pour moi de concevoir aussi un studio. C'est un studio, moi qui fais que des studios analogiques avec plein de câbles et des milliers de câbles et des patchs et tout. Là, c'est un studio qui est entièrement en Dante. Il y a pas les seuls modules analogiques qui existent sont celles qui alimentent les enceintes qui sont sur pied, qui sont les seules enceintes, voilà. Sinon, j'attaque même les amplis des grosses en Dante. C'est-à-dire que je n'ai même pas de convertisseur dans ce studio, puisque l'ampli est lui-même le filtre et le convertisseur. Donc il y avait aussi tout un défi technique hyper intéressant pour nous, pour moi, d'aller de mettre mon pied dans un truc dans lequel je n'étais pas dans mon grand confort, d'aller vers une technologie que je ne maîtrisais pas. Donc j'étais obligé d'apprendre le Dante, tous ces protocoles, toutes les normes, tous les trucs. Je me suis tapé un PDF monstrueux de Dolby sur comment on fait un studio Atmos, comment on répond aux normes Atmos, enfin, et ainsi de suite. Et voilà, et tout ça avec l'aide évidemment de Michel Deluc, l'acousticien qui nous back sur le studio depuis toujours et qui aussi fabrique les enceintes. Parce qu'on a la chance d'avoir des enceintes custom. Ouais, c'est ce que j'allais Ouais, toutes les enceintes du studio sont custom, que ce soit les grosses, enfin les grosses dans les studios qu'on a vus tout à l'heure, le studio A ou le studio B, ou celles-ci, sont toutes des enceintes qui sont faites sur mesure par Michel Deluc, qui est du coup le designer en chef de la marque Amadeus, et voilà, qui est en plus d'être un génie et un ami, donc on a la chance d'avoir cette personne avec près de nous. Quel disque ou quel artiste avez-vous, accueilli dans votre studio? Si vous pouvez nous citer quelques projets ou quelques noms, quelques anecdotes aussi? Ah, les anecdotes, il y en a beaucoup. Bah, au sein du studio, en tant que studio, parce qu'on a parlé de moi, mais donc on me disait, je suis aussi patron d'un studio qui est un studio commercial, donc on fait de l'accueil, hein, donc d'artistes et d'ingé son extérieurs. Ça me faisait partie de nos clients. Bah, parmi les plus gros forcément, parce que ça parle, à tout le monde, Frank Ocean, Kanye, Pete Doherty, au travers de son projet solo, mais aussi des Baby Chambers, heu, j'en passe, enfin, c'est-à-dire, Christine Nano Queen, Juliette Armanet, enfin voilà, a priori, Louise Attaque, enfin vraiment je peux dire, je peux en citer à la tête, Woodkid, je peux continuer à en faire plein. On n'a pas l'habitude d'étaler ça comme ça, mais ouais, ouais, on a eu la chance d'avoir quand même beaucoup, beaucoup de gros projets, d'en avoir régulièrement, d'avoir des projets internationaux qui viennent chez nous aussi, de par, je pense nos installations qui sont du coup, bah, de haut standing, c'est-à-dire à la fois dans la qualité, mais aussi dans l'accueil et tout ça. On peut recevoir des gens qui ont des habitudes dans des studios, bah, world class. Je pense qu'on en fait partie, donc c'est assez agréable, c'est cool. C'est aussi un retour, des fois, voilà, donc là, pour ceux qui ont regardé nos réseaux sociaux, on partagé la photo hier de Lenny Kravitz derrière notre console, qui est venu réaliser, l'année dernière un album pour un des fils de Fela Kuti. Donc bon, voilà, ce genre de moment, je veux dire, bon, voilà, même ma mère, elle est là: «Ah, il y a eu Lenny Kravitz chez toi?» Bah, ouais, ouais. C'est quand même super cool. C'est une récompense exceptionnelle, bien sûr. Très bien, bien. Écoutez, on va se tourner maintenant, vers les étudiants qui sont, dans la salle. On va pouvoir vous, passer le micro pour poser des questions à notre invité. Comment faire en sorte quand on se lance dans l'activité d'ingé son en freelance ou en ouvrant un studio, comment faire en sorte de se promouvoir, hem, sans, que l'artiste se sente, mis en retrait de son propre projet? Je réponds que c'est une super question, franchement, chapeau. Bah, c'est une question, double tranchant. C'est-à-dire que déjà, on reprend la réponse que j'aurais, enfin, ou en tout cas ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est rien, on est au service d'un projet, OK? C'est-à-dire qu'il y a pas d'ingé son, s'il y a pas de musicien, il y a pas d'artiste. Donc déjà ceux qui arrivent pas à enregistrer ça, franchement, faut arrêter direct. C'est non, parce que j'ai beaucoup, eu de stagiaires qui ont du mal à capter, que tout le monde peut pas devenir Mani Marokin, quoi. C'est comme ça. Voilà. Du coup, en fait, bah, tu mets le doigt sur quelque chose qui a été, un vrai sujet pour nous, c'est-à-dire qu'on a tout fait pour mettre les gens à l'aise, en fait. C'est-à-dire, au détriment, au départ même de nos carrières respectives. C'est-à-dire qu'on s'est concentré, sur le fait que l'accueil, et la qualité du studio devaient être au top tout le temps, quelles que soient les conséquences. J'entends par là, la vie privée, c'est-à-dire que les gens qui se posent des questions, ça veut dire être 15 heures par jour au studio pendant des années, pas de week-end, pas de vacances. J'ai perdu beaucoup de copains, de petites copines. Franchement, je pense que ma famille, elle m'adore, donc ils m'ont pas encore renié, mais enfin voilà, il y a des moments où je m'en veux, je me dis: «Putain, mais en fait, je vois personne, je fais rien». Enfin voilà, il y a plein de moments qui sont des moments très difficiles parce qu'on fait tout pour le studio, vraiment tout, tout, tout pour le studio, au point qu'on s'est parfois, minoré, et on a oublié même nous de se dire qu'en fait, il fallait qu'on pense à un moment à exister en dehors, et donc en fait, à un moment, c'est rigolo, c'est une super question vraiment, à un moment, je me rends compte que dans les téléphones des gens, je m'appelle question de son.
Voilà, techniquement, je ne suis plus personne, quoi. C'est vraiment le truc de dire, voilà, je suis plus moi, je suis un studio et voilà, du coup, c'est vraiment bien ce que tu dis, voilà. Bah, et franchement, ça a été pas facile, par moments et il y a plein de moments où j'ai essayé d'être dans le calcul, de dire: «Faut que ceci, faut qu'on s'occupe du studio, mais il faut que je pense à m'occuper de moi». Ouais, il y a eu plein de moments où j'ai essayé de trouver, là, avec le temps, ce qui est j'ai l'impression que ma carrière s'est mis en place, petit à petit toute seule et que j'ai réussi à être autre chose que le studio, à le repousser. Mais c'est pas évident encore, hein, parce que je pense que je le suis encore pour d'autres gens. C'est voilà, c'est vraiment un équilibre fragile, qui a été très, très compliqué et c'est vraiment tu mets le doigt sur vraiment un vrai sujet qui est a priori pas terminé même encore, même si aujourd'hui j'ai l'impression que mon téléphone sonne pour moi, je m'appelle encore question de son dans beaucoup de téléphones. Bonjour, merci d'être là pour nous. Comment on garde la passion quand on travaille? Puisque à force de répéter en boucle la même chose, on perd au bout d'un moment. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà rencontré des ingénieurs du son qui m'ont dit qu'on perdait un peu, ou forcément, au bout d'un moment, la passion. Est-ce que vous avez des conseils que vous auriez peut-être aimé qu'on vous donne quand vous étiez plus jeune pour éviter ça, éviter de se surmener et garder toujours un petit peu d'envie pour travailler? C'est pareil, c'est une super question. Et bah, franchement, chapeau parce que je ne m'attendais pas à ces questions. C'est une super question. Alors, moi, la passion, elle est là, elle est à fond. Franchement, c'est dévorant. C'est-à-dire que, pour te dire, je pars en vacances, je suis du genre à apprendre à programmer, Sandflow, sur mon laptop, tu vois, alors que je suis au bord d'une piscine, quoi. Voilà, donc c'est débile en vrai, mais c'est parce que je suis à fond là-dedans, je lis un bouquin, c'est une vidéo de musique, tu vois? Enfin, c'est n'importe quoi, voilà. Mais c'est là, c'est présent et c'est ma passion et je regrette rien, faut pas, voilà, mais parfois ça a été effectivement difficile. J'ai vu beaucoup de gens s'essouffler autour de moi. Alors déjà, je pense que ça rejoint, pareil des questions qu'on a eues plus tôt, qu'on posait plus tôt par rapport au style de musique et tout ça. Peut-être des gens qui d'un coup cherchent, la gloire ou l'argent. Bah, forcément ça va limiter. C'est-à-dire que sur la longueur, ça il y a une enfin, ouais, il y a une ça c'est une galère, quoi. C'est-à-dire qu'il y a forcément un moment où si tu n'as visé que l'argent, bah, il y a forcément un fin à cette boucle. Si tu vises la gloire, c'est pareil. Alors que si tu es là en train de t'entretenir en disant: «J'ai envie de continuer à faire ce métier au travers d'une passion qui est la musique» et vous faites attention, je parle rarement de son, je parle toujours de musique. Franchement, le son, comme je disais, en fait, en sortie de 3e année, vous allez tous savoir faire du son. Savoir faire des disques, c'est autre chose. Voilà, donc moi, ma passion, c'est de faire des disques. J'ai rêvé de faire des disques. Moi, demain, on me dit, «Bon, bah, Jordan, c'est dur, maintenant, il va falloir peut-être s'ouvrir et faire de l'audiovisuel pour un truc». Moi, clairement, je ne serais pas capable. C'est-à-dire que je préférerais arrêter, j'ouvrirais un disquaire et puis voilà, je vendrais des voilà, je pense que je ferais ça. Donc en tout cas, comment ça faire? Je pense qu'il faut faire attention à ses choix. Il faut continuer à être, comme on disait, à faire des disques humains avec des gens enfin, qui te rabaissent pas, qui vous voyez, tu de trouver un truc. Alors évidemment, il y a des moments difficiles, hein. Il y a eu des moments où je me suis dit: «Il faut que j'arrête, je suis pas fait pour ce métier, c'est trop dur, c'est trop ceci, je vois plus assez les miens». Il y a plein de moments de doute, plein de moments d'hésitation et c'est pas facile, mais je pense qu'on trouve la passion dans le fait de rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux projets et que ça alimente toujours, cette flamme, de trucs. Alors évidemment, on n'enregistrera pas Led Zeppelin tous les jours, ça c'est clair, hein, faut s'y préparer. Mais en fait, dans chaque projet, il y a toujours quelque chose. Il y a des projets où je me dis: «Bah, forcément musicalement, c'est peut-être pas au rendez-vous de ce que j'aurais fait ou de ce que j'aurais envie de faire». Par contre, humainement, cette personne, elle me renvoie quelque chose, je me dis: «Je kiffe en fait d'avoir partagé un truc avec cette personne», même si je suis pas à fond et des fois c'est l'inverse. Je kiffe la musique, je me dis: «Bon, c'est un peu un connard, mais c'est pas grave, la musique elle est trop cool» et donc on trouve un équilibre. Par contre, faut pas se forcer. Si à un moment tu es en train d'aller bosser et que tu vas la boule au ventre, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, à l'ère là où le stream, en fait, ne rapporte plus autant d'argent qu'avant, que faire un album, ça peut coûter 20 balles, alors qu'avant, il fallait 50 points pour faire un album. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de se dire: «OK, moi, je fais de la musique, je fais du mix, j'adore ça». Est-ce que c'est possible d'aujourd'hui de faire un studio avec cet objectif-là et de le tenir? C'est pareil, c'est une très bonne question. En fait, au travers de ta question, je me rends compte le truc qu'on n'a pas parlé, depuis le début, c'est, finalement, comment on s'est fait les connexions. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est pas tant la capacité que tu as ou pas à monter un endroit, et de le faire et tout ça. C'est de savoir est-ce que tu es déjà tu penses enfin, tu vois, est-ce que tu as déjà cette business pour le créer? Parce qu'en fait, juste de créer un endroit, d'avoir un local, d'y mettre 3 micros et de s'additionner, je veux dire, aujourd'hui, Instagram est rempli de petits studios de plus ou moins gros, qui proposent un peu de matériel cool et en tout cas, la concurrence est rude et clairement, si tu ne proposes que du matériel, ça marche pas. On en revient à ce truc-là. C'est l'humain qui prévaut. C'est-à-dire, est-ce que toi, par
parce que tu sors à des concerts, que tu vas, voilà, et que tu te fais un réseau, tu as commencé à rencontrer des gens, tu te rends compte que tu as mixé un premier petit EP pour un groupe, de Saint-Germain-en-Laye, mais qui en parle à leur groupe, concurrent de la ville d'à côté et d'un coup, bah, tu te dis: «Bah, il y a peut-être quelque chose qui va se passer». Donc je pense qu'au départ, c'est pas tant le but de se dire: «Est-ce qu'il y a de la place pour un studio?» Alors clairement, les studios commerciaux, c'est hyper dur ce que je veux dire, mais je pense que même le mien est amené à fermer, voilà. Donc on va pas se mentir. Les studios commerciaux, là, en l'état, le business, franchement, il est vérolé. C'est-à-dire que les grands studios, il y en a suffisamment pour ce qu'il y a à faire en termes d'argent et que pour venir faire un studio aligné au nôtre, aujourd'hui avec les montants, parce qu'il faut pas oublier, moi quand j'achète une bécane en 2006, je l'achète sur eBay aux États-Unis, l'euro dollar, j'ai 33 ou 36 de discount. C'est-à-dire quand je vois un truc à 1 000 $, j'ai 36 de moins en euros. Donc j'achète des trucs, je paye pas de douane, enfin voilà, il y a tout un truc, c'est une période hyper fast pour acheter le matos. Aujourd'hui, tu vas en 76, c'est 10 000 €. Donc clairement, tu en auras pas. Moi, je n'ai pas acheté en 76 quand je l'ai plus dans le B, je me suis acheté un purple, quoi. C'est-à-dire que si moi je fais ça, qui va le faire? Donc bah, les gars qui sont blindés, mais c'est super. Mais en vrai, c'est-à-dire qu'on en est là. Donc en fait, remonter un studio commercial aussi lourd, dans la structure et dans le matos, ça me paraît compliqué. Mais par contre, de toute façon, c'est plus ça le schéma. Le schéma aujourd'hui, c'est qu'au final, les gens vont aller bosser avec des producteurs, des mixeurs, des producteurs, qui est un peu la mode qui est arrivée par le beatmaking, mais qui finalement est revenue sur les autres musiques. Et on voit des mecs comme bah, le gars de Tame Impala et compagnie. Voilà, on voit ces mecs-là qui sont en fait, qui ont des espaces à eux qui sont quand même déjà un peu cool, hein. C'est des endroits cosy, ils ont la bonne petite batterie, la bonne petite basse. Ils ont 6 préamps un peu haut de gamme et le reste, c'est des trucs un peu standard x8 qui permettent d'enregistrer une drum. Et il n'y a pas besoin de plus parce que finalement, une fois que tu as passé un peu le cap matos qui te permet de faire l'acquisition, d'un basse batterie guitare à la cool, bah, le reste tu vas le faire avec un ordi, donc ça t'empêche pas de faire un truc. Donc je pense que tu cherches plus à vendre un lieu, tu cherches à vendre de l'humain. Mais par contre, vous allez vous retrouver à avoir beaucoup plus de concurrents, puisque vous allez être beaucoup plus à pouvoir proposer la même chose au même niveau, au même truc. Donc la différence, on en revient à ce truc-là, ça sera l'humain, la psychologie, les rencontres. Donc c'est toujours le même truc de départ. Clairement avoir un studio, je pense, ça me paraît un peu aujourd'hui complètement fou, mais peut-être je me trompe et je souhaite à tout le monde de refaire cette expérience avec tous les points de vie que je pourrais laisser, que j'ai déjà laissé, que ça soit la santé et le reste dans ce studio. Je regrette rien et je souhaite à tout le monde de vivre ce qu'on a vécu. En revanche, je suis conscient quand même que c'est hyper compliqué. Par contre, voilà, je pense que l'humain, c'est toujours ça. Il y a pas de secret, je veux dire, les gens qui ont des plans, ils ont des plans. Enfin, tu vois, c'est comme ça. Merci beaucoup Jordan, parce on arrive au terme de cette masterclass, donc c'est le moment de te remercier et de t'applaudir quand même bien fort. Merci. Merci, vraiment merci d'avoir accepté notre invitation. Enfin, ça a été un moment très important pour nous. J'aimerais aussi qu'on applaudisse Enzo Boisjean, qui est à la réalisation de cette masterclass, avec toute l'équipe de nos étudiants qui s'occupent de la captation image et son quand même. C'est vraiment le travail de nos jeunes. Voilà, merci à vous. Et puis, bah, on vous donne rendez-vous pour une prochaine masterclass très bientôt. Merci, au revoir.